Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, effectivement aujourd'hui, de présentation générale des grands axes, des grands piliers liés à l'utilisation d'Xstation. On va voir aujourd'hui comment justement utiliser la plateforme propriétaire de trading d'XTB en partant justement comme à l'occasion de la vidéo similaire dédiée aux options binaires, en partant donc d'un compte par défaut, c'est-à-dire typiquement la représentation sur laquelle on arrive quand on ouvre son compte, alors qu'il soit démo ou réel n'a aucune incidence ici, parce que la plateforme est strictement la même au niveau de la représentation, et donc le propos se tiendra exactement de la même manière, aura la même pertinence, je dirais, tant pour les clients démo que pour les clients réels. Quand je distingue démo et réel, c'est parce que bien évidemment XTB propose pendant une période de 2 semaines l'utilisation d'un compte démo avant effectivement de passer pourquoi pas en réel. Alors, soit dit en passant, les clients réels ont tout à fait la possibilité d'avoir un accès démo illimité, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont effectivement crédité et qu'ils ont créé un compte, je dirais réel, avec donc leur propre fonds, vous avez en tant que client, je dirais tout à fait la possibilité de demander à votre référent commercial qu'il passe de 2 semaines la durée d'utilisation d'un compte démo à une durée indéterminée, une durée illimitée. J'invite souvent les clients à le faire parce qu'il est toujours bon, de mon point de vue, de tester en démo ces stratégies avant de les appliquer en réel. Alors c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, je fais pas mal d'allusions à ça dans les vidéos de formation, tant d'analyse technique que de plans de trading, de money management, en disant qu'il est toujours bon de tester ces idées, ces stratégies, évidemment en démo, avant de les appliquer en réel. Ou alors certains, d'ailleurs, je sais que certains clients le font et je trouve ça tout aussi pertinent. C'est vrai qu'on a certains clients qui testent leurs idées, leurs stratégies avec le minimum de volume possible, typiquement 0,01 lot, avant de passer sur des lots un peu plus conséquents pour justement appliquer, le cas échéant, des stratégies qu'ils jugent intéressantes. Voilà, c'est une autre manière de faire, parce qu'effectivement, l'inconvénient du démo étant, bien entendu, l'absence, je dirais, d'aspect réellement psychologique au niveau du money management notamment. Bon, donc sans plus tarder, on va arriver sur Xstation. Voilà, donc on est typiquement sur un compte Xstation, tout à fait classique, un compte démo en l'occurrence. Alors je le distingue du compte réel sur une seule chose, c'est la seule différence, c'est effectivement au niveau des différents onglets sur la partie gauche. Donc le supérieur qui est en orange s'appelle ouvrir un compte réel. Il est bien évident que cet onglet n'apparaît pas quand on est précisément sur un compte réel. Alors, avant toute chose, on va distinguer sur la partie gauche, toujours dans ce propos-là, les 3 autres onglets. L'onglet Forex, sur lequel on arrive par défaut, est justement celui dédié au CFD. Donc justement, on va dire le produit le plus couramment utilisé par nos clients, le plus couramment, je dirais, répandu au sein de l'ensemble de la clientèle française au sens large, au niveau de l'investissement sur produits dérivés pour investisseurs particuliers. Le troisième onglet, donc en partant du haut, ou le deuxième en partant du bas, Xsocial est justement notre plateforme de mirroring. Alors, qu'est-ce que le mirroring? C'est tout simplement notre interface sur laquelle des émetteurs, des clients vont pouvoir partager leurs signaux de trading et vont pouvoir les répercuter de manière automatique sur les comptes d'autres clients le souhaitant. Par exemple, je m'appelle Michel Dupont, je vais dire ça comme ça. Alors déjà, petite parenthèse, j'ai un petit message disant bienvenue sur notre plateforme, etc. C'est sur un compte démo. Alors je le précise tout de suite par rapport à Xsocial. Sur Xsocial, il y a deux catalogues en fait. Il y a le catalogue des émetteurs démo, parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas raccorder des clients émettant en démo à des clients qui sont réels, parce que le client émettant en démo sur Xsocial va tester peut-être une stratégie, n'en aura pas grand chose à faire, je dirais, de cracher son compte, alors que celui en réel, par définition, est quand même attaché à ses fonds. Donc en fait, là je suis étant sur un compte démo pour cette présentation, tous les émetteurs ont à peu près le même pseudo, le même nom, c'est-à-dire trader underscore, donc tiré du 8, et un numéro. Sur Xsocial côté réel, notamment pour le live trading, puisque là on est sur un compte réel, les émetteurs ont un pseudo qu'ils ont choisi. Par exemple, je sais pas moi, il y a ça va être Mosaïque, par exemple, ça peut être un pseudo. Voilà, donc là, ça va être à la libre appréciation de chacun. Je distingue vraiment en 2 cases. Les comptes démo ne peuvent être rattachés qu'aux comptes sur Xsocial émettant en démo, et les comptes réels ne peuvent être rattachés qu'aux émetteurs en réel. Alors évidemment, il faut faire la demande auprès d'XTB pour être émetteur ou même pour être récepteur de signaux. Et ce n'est pas tellement le sujet du jour, c'est une autre vidéo de formation dédiée. Il y a plein de petites subtilités pour voir comment copier ou contre-copier, d'ailleurs, XTB le propose,
propose tel ou tel émetteur ou faire un petit portefeuille et donc vous recevoir instantanément, se voir appliquer instantanément telle ou telle opération de tel ou tel émetteur sur tel ou tel actif. Voilà, c'est pas tellement le sujet, mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il s'agit quand même de présenter dans les grandes lignes Xstation. Le dernier onglet, évidemment, est celui des options binaires. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'au moment où je parle, donc on est le 18 décembre 2015, c'est toujours bon, j'aime toujours remettre les vidéos dans le contexte parce que la dernière justement diffusée est intégralement dédiée à la présentation des options binaires via la dernière mise à jour d'Xstation. Donc c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, mais c'est de sorte à rappeler quand même que n'importe quel compte, n'importe quel client, n'importe quel compte est rattaché à la fois au CFD et aux options binaires. Voilà. On revient évidemment sur la partie Forex, la partie CFD. Forex, soit dit en passant, qui est un petit abus de langage, parce qu'on ne retrouve pas que du Forex au niveau des sous-jacents, on retrouve évidemment des matières premières, des indices boursiers, des CFD actions, des devises monétaires, donc sous-entendu des sous-jacents rattachés justement au Forex. Voilà, on arrive précisément sur cette représentation-là. J'ai présenté, on va dire dans les grandes lignes, les différentes interfaces, donc Forex pour CFD, X social et puis les options binaires. On va s'intéresser maintenant aux modules. Alors les modules, déjà par défaut, on a globalement certains modules sous les yeux. Le plus visuel, le plus frappant, c'est évidemment le module des graphiques techniques. Alors, il va s'agir quand même de rappeler que là je suis sur une représentation tout à fait classique, en l'occurrence je suis sur le DAX 30, par défaut en M15, donc sur l'intervalle, c'est-à-dire que le M15 ici va représenter 15 minutes d'évolution de mon sous-jacent pour chaque chandelier japonais. Je rappelle rapidement que l'unité de temps, on va la sélectionner justement là où j'ai mon curseur, là où apparaît le mot intervalle. M1, chaque chandelier représentera 1 minute d'évolution, M5, 5 minutes, M15, justement ma représentation sous les yeux par défaut, 15 minutes d'évolution par chandelier, donc autrement dit, l'intervalle entre la cotation d'ouverture du chandelier et la cotation de clôture sera de 15 minutes. M30, 30 minutes, H1, 1 heure, H4, 4 heures, D1, alors petit acronyme en anglais, c'est Day 1 en vérité, donc c'est une séance, une journée. Il vaudrait mieux dire d'ailleurs une séance et non pas une journée, parce que bien entendu les samedis et les dimanches, le marché est fermé, les marchés sont fermés. Petite exception faite à partir de 23 heures le dimanche pour certains actifs du fait du décalage horaire avec le Japon, qui est la première séance, enfin qui est la première place boursière mondiale à ouvrir, la place asiatique globalement. W1, une semaine d'évolution. Et MN1 months, donc un mois d'évolution par actif. Voilà, naturellement ça va différer, ça va forcer la représentation graphique à être différente. Je reviens pas forcément là-dessus non plus, puisque là aussi c'est le sujet d'autres vidéos de formation un peu plus liées, je dirais, à l'analyse technique. Ma représentation par défaut est sous forme de chandelier. Je peux effectivement la faire apparaître sous la forme de ligne, tout simplement en cliquant sur le bouton type de graphique juste sur la gauche, sous la forme d'Ekanashi, qui est une autre représentation. Et puis sous la forme, sous deux autres formes beaucoup moins intuitives qui sont ce qu'on appelle des barres, hein, la représentation sous la forme de barres. Bon, par défaut, c'est vrai que le plus intuitif, et notamment ce qu'on voit en live trading, c'est quand même le chandelier japonais, bien entendu. Alors, quelques subtilités. Je fais apparaître par défaut ma ligne de bid, donc ma ligne d'offre. Je peux faire également apparaître ma ligne ask, donc ma ligne de demande. Quelle est la différence entre les deux? C'est justement la différence entre l'achat et la vente, l'écart entre les deux étant précisément le spread. Je rappelle que le spread, quel que soit le courtier, quel que soit le sous-jacent, c'est la commission globalement que prend le courtier pour sa pomme, hein, tout simplement, c'est ce qu'il gagne par opération. L'image que j'aime bien me prendre pour illustrer ce qu'est un courtier boursier, de mon point de vue, c'est exactement ce qu'est une société de péage sur une autoroute. Vous souhaitez relier, je sais pas moi, Paris à Bordeaux, vous allez forcément sur autoroute être confronté à une société de péage qui va prendre, on va dire, sa dîme à chaque voiture qui passe. C'est exactement la même chose. Alors, sans rentrer dans le débat des sociétés de péage, l'idée c'est quand même d'entretenir l'autoroute et donc de faciliter l'accès entre Paris et Bordeaux dans mon exemple. Là c'est exactement la même chose. Évidemment c'est pour faire vivre l'entreprise, ce spread, cette commission, et donc pour faciliter et pour mettre à jour, on va dire, l'accès dans le cas présent au marché financier pour l'investisseur, qu'il soit particulier, privé ou institutionnel, donc pour lui proposer quand même une exécution de qualité, des partenariats de qualité et une plateforme de qualité. Voilà. Bon, après, hein, c'est quand même le but d'une entreprise de développer son chiffre d'affaires. Hein, voilà. Bon, donc rapidement. J'arrive sous cette représentation-là. Je rappelle que je suis par défaut hein, sur cette représentation-là. Les clients ne seront pas étonnés si visuellement elle n'a rien à voir avec celle que j'utilise au niveau du live trading. J'y viendrai petit à petit. Bon, donc globalement on a parlé des unités temps, de la représentation du type de graphique, ask et bid. Alors ça ne sert à rien de mon point de vue de faire apparaître les deux, hein, ask et bid. Par défaut, moi je laisse juste bid exactement comme c'est fait par défaut quand on arrive sur son compte de trading. Alors, que sont auto et shift? En fait, ce sont des boutons qui vont
forcer la représentation graphique à toujours être confrontée au dernier chandelier. Je m'explique. Si là, par exemple, en M5, je vois que j'ai sous les yeux globalement les cotations depuis le 17 septembre, donc depuis hier à 10h15 jusqu'à l'instant T, c'est-à-dire le 18 décembre jusqu'à midi 15, eh bien, si en M5 je voulais avoir des cotations antérieures, c'est vrai que si je faisais, voilà, comme vous le voyez, si je fais défiler mon graphique, hop, je peux pas vraiment, vous voyez que ma plateforme me force tac à revenir le plus à droite possible de ma représentation, de sorte à intégrer le chandelier en cours de construction. Alors, c'est vrai de gauche à droite, comme c'est vrai également de haut en bas. Là, vous m'entendez peut-être faire au niveau de ma souris. J'essaie d'aller vers le bas ou j'essaie d'aller vers le haut, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que de la même manière, j'ai ces deux représentations condamnées. Alors en fait, il faudrait intégrer également la troisième condamnation qui s'appelle l'ajustement vertical automatique. Si on les désélectionne, toutes, les trois, je ne rentre pas dans les subtilités d'une à une, l'idée c'est de savoir qu'en fait on peut les désélectionner pour faire apparaître ce qu'on veut, effectivement là je peux me balader comme je veux, de haut en bas sur mon graphique, là ça n'a aucun intérêt, mais par exemple je remonte complètement et on ne voit même plus les chandeliers japonais, la représentation du prix, simplement pour indiquer de manière intuitive que je peux vraiment me balader de haut en bas, et surtout de gauche à droite. Donc on va dire que je me balade de gauche à droite dans le temps, et je me balade de haut en bas dans l'amplitude. Bon. Alors là, typiquement, de manière totalement arbitraire, je suis où? Je suis sur le chandelier en M5 de 19h15 à 19h20 du 24 novembre. Voilà. C'est toujours bon de le préciser. Parce qu'effectivement, certains clients ne veulent pas forcément, ont peur, je dirais, d'appuyer sur tel ou tel bouton. C'est pas forcément intuitif. Donc effectivement, là, je viens indiquer ce qu'il en est. Toujours dans cette logique. Alors entre Shift et ajustement automatique, j'ai plein de petits boutons, plus, moins, affichage des données plus anciennes, affichage des données plus récentes, dézoomer verticalement, zoomer verticalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, plus et moins. Et évidemment, je vais tout simplement avoir une loupe. Alors ça, c'est franchement... c'est pas du tout intuitif parce que quand même toutes les souris pratiquement aujourd'hui sont dotées d'une molette et donc si vous travaillez sur votre molette, là je suis pas en train de cliquer sur plus et moins, je suis juste en train de zoomer, dézoomer avec ma molette, ça me paraît quand même beaucoup plus intuitif de le faire avec sa souris. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a il y a potentiellement encore des souris sans molette, donc on a effectivement laissé la possibilité de zoomer. Bon, petite parenthèse. Que se passe-t-il si je clique maintenant sur le bouton un peu plus à droite, affichage des données plus anciennes? Eh bien là, en fait, il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure parce que j'ai réactivé Auto, Shift et ajustement vertical automatique. Donc ces deux boutons, affichage des données plus anciennes et affichage des données plus récentes, n'ont d'intérêt que si je peux me balader sur le graphique, c'est-à-dire si j'enlève justement l'auto, le Shift et l'ajustement vertical. Donc là, je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça n'a pas grand intérêt parce que de mon point de vue, il suffit de maintenir le clic gauche enfoncé de sa souris et orienter tout simplement sa main de sorte à remonter sur le graphique. Bon, donc je ne vais pas trop insister sur ces points-là parce que in fine, c'est beaucoup plus intuitif de le faire avec sa souris. Voilà. Là, on commence à rentrer un peu dans le dur. Onglet ajouter. Donc là, je vais ajouter tout simplement mes indicateurs, mes oscillateurs techniques, toute la panoplie. Par défaut, vous avez le MACD sous les yeux. Alors, pourquoi le MACD? J'en ai strictement aucune idée pourquoi le MACD est là sous nos yeux par défaut dès que le compte initialement est ouvert. Ça n'a aucune importance. On va faire apparaître effectivement tous les indicateurs et oscillateurs. Williams, l'ADX, l'ATR, ils sont rangés par ordre alphabétique, vous n'avez pas besoin de taper l'intégralité du nom, par exemple j'ai pas besoin de taper moyenne mobile pour faire apparaître moyenne mobile, j'ai juste besoin de faire apparaître les premières lettres. De la même manière, fractal par exemple, j'ai pas besoin de taper fractal, il va faire correspondre exactement à l'image d'une recherche sur Google, dès que vous tapez les premières lettres, il va vous faire apparaître la réponse la plus pertinente. Donc là, juste en tapant FR, on sait que le seul indicateur qui commence par FR dans les différentes possibilités, c'est justement fractal. Bon, voilà, tout à fait intuitif. Pour l'intégralité des indicateurs des oscillateurs, on retrouve évidemment les grands classiques communs, notamment par exemple la MetaTrader 4, Ishimoku, les différentes moyennes mobiles, le RSI, les paraboliques SAR, les stochastiques, le MACD dont j'ai parlé tout à l'heure, l'enveloppe, le CCI, pour notamment les investisseurs sur matières premières, les bandes de Bollinger, je cite que les plus connus, la DX. D'ailleurs, pratiquement pour chacun de ces indicateurs, j'ai fait une vidéo de formation dédiée sur votre espace client et sur notre chaîne YouTube. Bon, alors, ça, c'est toujours dans la partie graphique. On va dire côté analyse technique, on va s'intéresser effectivement maintenant à l'aspect un peu plus chartiste. Et bien, tous les outils chartistes sont sur la partie de gauche. Je vais surtout insister sur la croix. Alors la croix, moi, je l'utilise tout le temps en live trading. Les clients me voient faire, donc je pense que la plupart ont attrapé le coup de main. Mais c'est tout simplement le premier bouton qui est tout à fait en haut de la partie gauche de mon graphique. Je laisse, de toute manière, si j'ai un doute sur le nom, je laisse mon curseur 2 secondes dessus et j'ai le nom qui apparaît. Croix. Alors qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, ça va être le croisement entre l'axe des abscisses et des ordonnées que je
je vais pouvoir balader n'importe où sur mon graphique avec ma souris et qui va me permettre deux choses, qui va me permettre déjà de faire correspondre à un chandelier une horaire précise, une cotation précise, et pourquoi pas si je laisse appuyer mon bouton gauche entre deux points du graphique, pourquoi pas pour faire apparaître une amplitude. Là, typiquement, je sais que la petite diagonale que j'ai faite apparaître sur mon graphique m'indique une variation littéralement de 80 points, entre 10 696.0 et 10 776. Alors pourquoi 80 points? Tout simplement parce que je le vois là où au niveau du montage je suis en train de zoomer, hein, là où vous ne le voyez pas forcément au niveau du webinaire, mais enfin vous le voyez quand même en plein milieu de mon graphique, à 80.3, 80,3 points, voilà globalement. Et puis c'est vrai que c'est un outil particulièrement pratique. Alors que représente, là j'ai parlé donc globalement du nombre à droite, que représente le nombre à gauche? Ben, c'est le nombre de chandeliers que j'ai intégré. Là par exemple, regardez, si je me mets tout de suite sur le premier chandelier à disposition, je vais avoir 1. Si je me mets sur le chandelier sur lequel j'ai fait correspondre mon clic gauche maintenu, je vais avoir 0 par définition. Si je me mets sur le suivant, je vais avoir 2, 3, 4, etc. Donc typiquement, là je vais faire n'importe quoi, je vais me mettre de manière totalement arbitraire ici, je sais que je couvre 106 chandeliers en M5, et donc ça c'est pour la durée, pour on va dire l'intervalle de temps, et en termes d'amplitude, je sais que je couvre 91,3 points. Voilà. Point important sur la croix. Après, je vais retrouver en dessous tous mes outils chartistes. Ligne de tendance, comme le nom l'indique, ça va me permettre de faire des canaux. Alors, je le fais complètement à la volée. Hein, voilà. Je vais faire un petit canal de tendance baissière. Alors, c'est fait n'importe comment, mais c'est juste pour indiquer dans les grandes lignes. Si la couleur ne me convient pas, je double-clique dessus. Voilà. Je vais associer par exemple une couleur rouge, et non pas une couleur de bleu. Je vais faire apparaître également une épaisseur. Alors moi, je laisse toujours l'épaisseur au plus fin possible. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Maintenant, il est tout à fait possible de l'élargir. Je vais le faire au plus large. Ça va pas être très joli. Je peux également changer le type de ligne. Au lieu d'avoir une ligne continue, je vais faire apparaître une ligne de pointillés. Donc là, je sais que par rapport à mon paramétrage, je vais avoir une ligne de très très gros pointillés en rouge. Bon. Voilà, c'est le cas. Bon, c'est pas le plus intuitif de mon point de vue, mais c'est aussi, là aussi, encore une fois, pour montrer un peu le potentiel de la plateforme à ce niveau-là, et notamment en termes de personnalisation. Très bien. Hop, j'enlève mon petit graphique, enfin mon petit paramétrage. Canal équidistant, c'est pour faire la même chose dans le cas justement. Alors moi j'aime pas trop le faire, même s'il s'agit d'un canal équidistant, donc d'un canal pour lequel les deux lignes droites sont parallèles, je préfère le faire quand même avec le premier outil. Je préfère le faire manuellement, mais bon, ça reste une possibilité. Très bien. Ligne verticale, comme le nom l'indique, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ligne horizontale également. Alors attention, il y a deux types de lignes horizontales. La totale, c'est-à-dire la première qui vient couvrir l'intégralité de mon graphique, c'est-à-dire que là je l'ai tracé en M5, mais si je me mets en monthly par exemple, je sais que ma ligne va apparaître. Alors là, c'est pas forcément visuel parce qu'elle est très proche du prix, mais je peux la balader où je veux, comme vous voyez, hein, à tout moment, c'est jamais fixe. Je reviens en M5. Et donc le deuxième type de ligne horizontale, c'est justement non plus une ligne totale, mais une ligne partielle, qui vient recouvrir la partie la plus à droite de mon graphique et qui sera constamment mise à jour, avec précisément pour extrémité, là où j'ai mon curseur. Donc si je clique ici, hop, voilà, j'ai une ligne horizontale qui s'arrête, qui commence, on va dire, à mon curseur, et qui se mettra systématiquement à jour pour couvrir les dernières cotations, la partie la plus à droite. Handroots Pitchfork. Donc là, on va être vraiment sur des outils chartistes. Je rentre pas trop dans le détail, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais retrouver également les lignes de régression. Je vais retrouver, très important, les retracements de Fibonacci. Il y a toute une vidéo dédiée à cet élément-là. Je n'insiste pas plus dessus. Alors, vous me permettrez de commencer à virer certains de mes éléments, sinon ça va être un peu fouillis, un peu trop chargé visuellement, et on ne distinguera plus les nouveaux exemples. Alors attention, parce que Fibo, il y a plein d'outils en fait de Fibo, hein. Le plus utile et le plus courant étant le retracement de Fibonacci. Je vais évidemment retrouver les expansions, les arcs, l'éventail, le temps, le canal, l'éventail de Gann, les speedlines, voilà. Les vagues d'Elliott, je ne vais pas trop insister là-dessus, il faudrait recouvrir différentes cotations. Des petits outils graphiques me permettant de faire apparaître, si je veux faire des captures d'écran, notamment pour montrer, soit pour conserver dans mon journal de trading telle ou telle capture d'écran, soit pour montrer à un ami tel ou tel point, je vais faire apparaître des petits triangles haussier-baissier, plein de figures géométriques, donc le rectangle, généralement ça me sert pour distinguer un range. Bon, le rond je l'utilise jamais, mais c'est vrai qu'il est quand même à disposition, un triangle également, voilà, ça peut vous être utile. Du texte, si je veux faire apparaître du texte, typiquement au-dessus de mon gros rectangle, en disant range du 18 décembre sur le DAX, voilà.
Typiquement, bon, je ne vais pas distinguer étiquette et nom, taille de police, couleur, bon, je vais faire apparaître mon texte de manière arbitraire en vert avec une énorme taille de police en 25, voilà, range du 18 sur le DAX. Que dire de plus? Alors oui, déplacer le texte, les couches visibles, très important. Là, on commence à rentrer également dans un point beaucoup plus majeur. Ces points-là, je les passe un peu vite parce que c'est déjà le sujet d'autres vidéos de formation, justement, où typiquement pour le cas des retracements de Fibonacci, je viens faire toute une vidéo d'1 quart d'heure qui est diffusée depuis bientôt 8 mois, je crois. Voilà. Alors les couches visibles, qu'est-ce que c'est? Là, pour donner un exemple, il va me falloir prendre une opération de manière totalement arbitraire. Tac, je vais prendre un lot à la hausse sur le DAX. Il va me falloir indiquer, en fait, c'est très important pour mon exemple, un stop loss. Je vais le mettre par exemple à, je sais pas moi, à 10 600. Je fais n'importe quoi, hein. L'opération n'a aucune importance. Hein. Qu'on se comprenne bien, c'est uniquement pour mon exemple au niveau des couches visibles. Que sont les couches visibles? Eh bien, par défaut, seul en pointillé, l'opération en fait apparaît au niveau de son prix d'entrée. Si je clique dessus, je vais faire apparaître le take profit et le stop loss. Ici, je suis entré à la hausse. Mon take profit, de manière totalement arbitraire, je l'ai placé à 10 900 points, en sachant que la cotation actuelle est de 10 714. On me fait apparaître le nombre de pips. Alors, 1857, sous-entendu 185,7 points de potentiel de gain, soit un gain attendu de 4 642,50 € à raison de un lot. Ça c'est le sujet de la vidéo du ticket d'opération. On fait apparaître également mon stop loss, indiqué à 10 600, qui est donc indiqué avec une perte potentielle de 114,3 points, autrement dit 1114 pips ou ticks, soit de manière numéraire 2857,50 €. Bon, alors justement, les couches visibles, en fait, par défaut, et c'est là où j'arrive sur ce bouton, couche visible, ne font apparaître, en fait, entre guillemets, que les outils de dessin que j'ai indiqués tout à l'heure, les indicateurs, les ordres et les ordres en attente d'exécution. C'est-à-dire que, par défaut, voilà ce qui apparaît sur mon graphique. Mais, par exemple, par défaut, les stop loss, les niveaux de stop loss et take profit sont désélectionnés. Donc, si je veux les sélectionner, je clique dessus, je les active et hop, je vais retrouver effectivement sur mon graphique deux nouvelles lignes horizontales. Là, on n'en voit qu'une parce qu'effectivement, le take profit est au-dessus. Voilà, je le fais apparaître en faisant glisser tout simplement mon cadre. Eh bien, je peux faire également correspondre mon take profit, mon stop loss. Si je veux faire une capture d'écran en ne faisant pas apparaître mes opérations, c'est-à-dire si je veux montrer par exemple à un ami telle configuration sur le DAX 30, ou plutôt à un inconnu sans faire apparaître mes opérations. Bien là aussi, je vais utiliser les couches visibles, et à l'inverse de ce que je viens de faire, je vais désélectionner. Je vais d'abord, par exemple, désélectionner mes stop loss et mes take profit, mais aussi mon ordre. Voilà, on dirait que là, sur mon graphique, je n'ai aucune opération. Je suis la seule personne à savoir que j'ai une opération là-dessus. Voilà, si je fais ma capture d'écran uniquement sur le graphique. Ok. Après, il va en être de même, évidemment, pour les outils de dessin, l'indicateur, les indicateurs. Alors, indicateur sous-entendu, oscillateur inclus, hein, évidemment. Les ordres en attente d'exécution, ça va être exactement la même logique que pour cette opération qui est en cours. Bon, ok. Je vais garder tout au long de ce live trading cette opération ouverte de sorte à montrer un peu les autres subtilités. On va attaquer la partie inférieure, position ouverte, ordre en attente, historique, cache opération et statistiques. Position ouverte, comme le nom l'indique évidemment, c'est les trades en cours. Bon, aucune surprise. En fait, par défaut, j'ai cette ligne-là qui apparaît. Je dois cliquer dessus pour avoir un peu plus d'informations. Je l'ouvre, c'est ce que j'appelle ouvrir l'opération. Position, ça va être effectivement le nom du sous-jacent et le numéro référent, le ticket d'ordre, qui va me servir notamment si j'ai un problème technique pour dire à mon support technique, tiens, mon opération, ça sert à rien de dire à un support technique, que ce soit nous ou envers n'importe qui, j'ai ouvert un trade à 10h14, il y a un problème, etc. Il vaut mieux dire directement le numéro du ticket d'ordre, un petit peu la fiche d'identité en quelque sorte de l'opération, à savoir, dans mon cas présent, 699, 92, 18, 8. Le symbole DE30, le symbole technique pour indiquer le DAX 30, l'indice allemand. Le type buy, c'est un achat. Le lot, c'est tout simplement le volume. Là, je renvoie, si ces notions-là ne sont pas claires, je vous renvoie tout simplement sur la vidéo du ticket d'opération où je détaille tous ces points-là. Le prix d'ouverture, c'est très intuitif. Mon niveau de stop loss, de take profit. Donc, de stop loss, je rappelle, c'est le niveau sur lequel, de manière automatique, mon ordre sera coupé en perte, et le take profit, ce sera le niveau de manière automatique sur lequel mon opération sera clôturée en gain. Le prix du marché à l'instant T, donc ça va varier, contrairement aux autres éléments. Donc là, par exemple, je sais que je suis rentré à 10 714,3 et j'ai un prix de marché à 10 718,3 à la hausse. Donc là, je sais que je suis en train de gagner 4 points précisément, donc 100 € de gain.
globalement à raison de 25 € de gain par point pour une opération de 1 lot. Là aussi je renvoie volontairement sur la vidéo de formation du ticket d'opération. La marge à immobiliser sur mon compte le temps et uniquement le temps de l'opération. Aucune commission, aucun swap, d'autant que je suis sur un indice. Mon gain latent, 250 € à l'instant T. La possibilité de double up, donc de doubler le volume à l'instant T de mon opération, donc d'en reprendre une, évidemment en partant du volume initial, donc en reprenant une opération de 1 lot. Voilà, c'est ce que je viens de cliquer dessus. Donc je viens d'alourdir mon opération, une sorte d'alourdissement. Donc là, je sais que j'ai deux lignes exactement identiques au niveau du stop loss et du take profit, de la marge, du prix du marché, du symbole, du type, etc. Évidemment différentes au niveau du prix d'ouverture. Le reverse position, donc je vais renverser l'opération. Donc là, littéralement, j'ai clôturé la ligne sur laquelle j'ai cliqué pour faire apparaître à la place une opération de vente. Donc reverse position, ça a renversé mon opération, c'est-à-dire que ça a clôturé la ligne en cours. On va le voir apparaître dans l'historique. Donc ça m'a clôturé à moins 2,50 €. Le gain ou la perte plutôt n'a aucune importance, c'est juste pour indiquer ce qu'il en est. Donc là, en ayant renversé mon opération, évidemment le stop loss et le take profit disparaissent puisque je suis dans une tendance différente. Et donc j'ai une opération à l'achat et une opération à la vente. Les deux sont en gain par rapport aux cotations actuelles puisque globalement mon prix évolue entre les deux. Je vais soit décider de clôturer l'une ou l'autre de manière individuelle en cliquant sur la petite croix, soit décider d'appuyer sur fermer. Est-ce que je ferme toutes les opérations ou uniquement les gagnantes ou uniquement les perdantes? Dans le cas présent, comme les deux sont gagnantes, le fait de cliquer sur tous ou sur gagnant, naturellement, c'est la même chose. Bon, je vais prendre l'exemple de fermer en cliquant sur tous. Voilà, j'ai clôturé mes trades. Donc l'historique par défaut fait apparaître l'historique sur un mois. Donc là on va retrouver effectivement mon opération, mes différentes opérations, plus 85 de gain, plus 182,50, moins 2,50, pas de swap, pas de commission, le détail, prix de clôture, heure de clôture, etc. Enfin tous les points. Alors certaines informations n'apparaissent pas et d'autres peut-être me gênent. Je fais clic droit, personnaliser l'affichage du tableau. Je vais faire apparaître par exemple les niveaux de stop loss et de take profit. Je les fais passer de colonne disponible à sélectionner les colonnes à afficher. Je fais OK, tac, et je vois mes niveaux effectivement disponibles de stop loss et de take profit en résumé de mon opération. Certaines colonnes me gênent, par exemple. Disons que le compte, ça m'intéresse pas. Je sais que de toute manière, je suis sur mon compte. Pour une raison quelconque, on va dire que le symbole ne m'intéresse pas si je suis spécialisé sur le DAX 30, donc ça ne me sert à rien de faire apparaître systématiquement à chaque ligne le fait que c'est du DAX, je le sais si je fais que ça, voilà. Donc là j'ai simplifié ma représentation. Ordre en attente comme le nom l'indique, et bien évidemment en complément avec le ticket d'ordre, je suis en train de prendre un ordre en attente totalement arbitraire typiquement sur le GBP-CHF, donc sur la livre sterling face au franc suisse. Voilà. Donc c'est juste pour faire apparaître mon opération en attente, c'est-à-dire que l'opération je l'ai paramétrée rapidement pour l'exemple, mais elle n'est pas à proprement parler ouverte, il faudra que j'atteigne la cotation totalement arbitraire de 2,000 pour que mon opération soit ouverte. Voilà, je peux tout à fait le fermer, le supprimer, même si l'ordre n'a pas été enclenché. L'historique j'en ai parlé. Donc l'onglet cache opération me fait apparaître globalement le détail de l'historique dans les grandes lignes, un peu moins pointu, il fait au niveau technique, mais il fait apparaître surtout les mouvements de crédit et de débit, c'est-à-dire tous les mouvements où j'ai retiré de l'argent et tous les mouvements où j'en ai investi. Là, typiquement, vous voyez que pour la préparation de ce webinaire, withdrawal en anglais, donc retrait, eh bien j'ai retiré d'abord 16,31 € et ensuite 69 centimes. En fait j'ai retiré 17 € pour la petite anecdote, c'est parce que mon précédent webinaire d'il y a une semaine était justement celui dédié, non il y a 2 semaines pardon, était un exemple dédié sur ce compte-là. Avec ce même compte sur les options binaires, et j'avais fait une option binaire où de souvenir j'avais investi 20 €, il y avait un potentiel à 85%, j'avais récupéré 17 €. Donc là je les ai retirés pour pouvoir, pour l'exemple du jour, m'attarder sur un compte à 20 000 et non pas à 20 017. Bon, c'est pour la petite anecdote, mais on fait effectivement apparaître, du coup c'est pas plus mal parce que je fais apparaître comme ça ce qui n'apparaît pas sur l'historique, c'est-à-dire des retraits. Alors retraits ou des crédits, là dans le cas présent je n'ai pas eu de crédit à réaliser, enfin j'ai pas eu d'argent à injecter, voilà. Statistiques, eh bien ça va me représenter mes différentes opérations, la synthèse de mes opérations, typiquement sur le DAX, ce que je viens de prendre. Je sais que j'ai donc sur la période définie du 14 décembre. Alors oui, j'ai pas trop insisté, mais évidemment, le petit calendrier en bas me sert à définir la période que je souhaite. Je peux remonter sur plusieurs années. Si je suis client chez XTB depuis plusieurs années, je peux remonter vraiment à une seule journée, peut-être à 4, à 8. Là, écoutez, sur les statistiques, de toute manière, ça va pas changer grand-chose. Je vais faire apparaître du 18 décembre au 18 décembre, donc autrement dit aujourd'hui.
aujourd'hui. J'ai donc bien réalisé 265 € de gain. Mon gain maximum réalisé sur cette période-là, donc aujourd'hui, était 282,50. Le résultat moyen, donc logiquement, divisé par 3 parce que j'ai 3 opérations, donc 265 divisé par 3 en toute logique, ça doit faire 88,33. On peut le faire, on peut le calculer entre nous, 265 divisé par 3, c'est bien ça, 88, 3, 3, 3, 3, 3. Nombre d'ordres, bien sûr 3, proportion gagnée 66,6, 2 tiers, puisqu'effectivement j'ai clôturé 2,50 € de perte à un moment, vous l'avez vu. La proportion achat-vente, j'ai bien 2 tiers à l'achat, 1 tiers à la vente. Achat gagnant, j'en ai gagné 1, donc 50%. Vente gagnante, j'ai gagné toutes mes ventes gagnantes. Donc, évidemment, dans le cas présent, c'est assez simple à se représenter. Gain moyen, eh bien, ça va être le gain total divisé par le nombre d'opérations gagnantes, précisément. La perte moyenne, là, c'est mon fameux trade de moins de 50. La durée moyenne, 4 minutes 09 pour un trade gagnant. La durée moyenne pour un trade perdant, ça va être 18 secondes. Le max DD, le drawdown max exprimé ici en numéraire, effectivement, c'était 2,50 €. Voilà, après bon, c'est hyper intuitif, les moyennes d'ordre consécutif gagnées, ça va être 2, moyenne d'ordre consécutif perdu, ça va être 1. Bon, vous avez compris la logique, c'est vrai qu'ici l'exemple se limite à 3 opérations, évidemment. Personnaliser l'affichage du graphique, là je vais faire apparaître beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus de lignes exactement, comme pour les subtilités présentées tout à l'heure sur l'historique. Ok. Effectivement, en bas, donc quel que soit l'onglet, statistiques, cache opération, historique, je vais retrouver ce petit calendrier. Je peux charger les données en cliquant dessus, je vais faire apparaître plus rapidement mes lignes. Imprimer le rapport si j'ai une imprimante à disposition pour imprimer directement mon historique, par exemple mes caches opérations. Export CSV. CSV, c'est le format le plus classique sur Excel, donc de sorte à faire apparaître en fait mon historique. Voilà, typiquement, je viens d'exporter donc mon petit rapport sous la forme CSV, donc sur Excel. Alors Excel, évidemment compatible avec OpenOffice. Et l'équivalent Mac, dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc on va faire apparaître exactement la même chose. C'est un peu plus simple de l'exporter sur Excel si par exemple je veux faire des petites macros, si je veux m'amuser à appliquer des petites formes, typiquement égale, somme, et entre les parenthèses, les colonnes qui m'intéressent, enfin les cellules qui m'intéressent, etc. L'utilisation classique d'Excel, ok. Globalement, voilà pour, je dirais, ces points-là. Show on chart, donc montrer sur le graphique, si je veux faire apparaître toutes mes opérations sur le DAX qui ont été clôturées, notamment sur l'historique, qui apparaissent sur mon historique pour les faire apparaître sur le graphique. Tiens, j'ai juste à cliquer sur All pour toutes, Selected pour les sélectionner une à une. Donc par exemple uniquement celle-ci, hide pour cacher en anglais. Donc là je vais prendre l'exemple où je l'ai fait tout apparaître. Je vais me mettre en M1 pour bien les distinguer. Donc là effectivement on voit bien à quel prix je suis rentré. Les chiffres qui apparaissent c'est le numéro de l'ordre, hein, la petite identification que j'ai indiquée tout à l'heure, entre tel point et tel point à la hausse, et puis à la vente entre tel point et tel point, tout simplement. Bon. Mon solde, évidemment apparaît en bas, 20 265, égale ici à mon équité, donc à mes fonds disponibles, puisque je n'ai aucune opération ouverte. La marge à immobiliser le temps de mes opérations, là c'est des notions de ticket d'ordre. Marge disponible, c'est la différence entre les deux. Et niveau de marge, évidemment. Je passe un peu rapidement dessus, parce que c'est pas tellement le sujet. On va s'intéresser maintenant un petit peu, je dirais, en bas à droite, à la personnalisation, dont j'ai déjà parlé sur la vidéo d'options binaires, mais tout de même, c'est vrai que là, je suis au niveau du code couleur sur une représentation par défaut. Moi, je travaille uniquement en clair. Je vais appuyer sur apparence claire. Ok. Je vais petit à petit montrer comment j'arrive sur ma représentation du DAX 30 par rapport au live trading. Déjà, je vais cacher mes opérations qui apparaissent ici. Je suis en clair, je peux tout à fait faire clic droit sur mon graphique, faire personnaliser l'affichage du graphique pour faire apparaître des chandeliers de couleurs différentes. Chandelier, sur ce qui correspond, je vais les faire apparaître les haussiers en vert, donc avec un cadre vert foncé, un intérieur, un code couleur intérieur de remplissage de vert clair, baissier un cadre rouge foncé et couleur de remplissage rouge clair. Ça va être exactement la même chose pour changer la couleur de mes lignes, de mes stop loss, de mes take profit. Voilà. Tout à fait classique, je fais appliquer, hop, voilà, j'ai bien changé la couleur de mes chandeliers. Ok, je peux évidemment là-haut me mettre en plein écran, tout simplement, tout à fait classique à ce niveau-là. C'est hyper intuitif. Donc en haut, effectivement, j'ai le DAX, USD Yen, le Gold, le DAX 30. Alors là, je dirais d'ailleurs que ça n'est pas la liste présélectionnée par défaut. Ça, c'est moi qui l'ai un petit peu modifié pour garder l'exemple du DAX 30. Bon, c'est 4 autres actifs par défaut, je ne sais plus exactement lesquels. Je crois que c'est AUD, USD, USD Yen, Gold et CAC, il me semble. Bon, ça n'a aucune importance. Je vais cliquer sur plus pour ajouter un graphique. Typiquement, je n'ai pas sous les yeux Euro USD. Bon. Je tape le nom du sous-jacent. Alors, à l'image d'ailleurs des outils techniques, je ne suis pas obligé de taper intégralement le sous-jacent. Ceux qui commencent par EUR, donc les parités du Forex, les parités monétaires échangées en euros,
vont apparaître. Si je veux compléter en mettant U, heure U, donc sous-entendu effectivement je vais en avoir qu'une, hein, euro USD, je fais OK, je vais la faire apparaître dans ma liste d'actifs là-haut. Bon, très bien. Ce qui va être effectivement un petit peu déterminant ici, c'est justement par rapport à ce que l'on a vu, comment faire apparaître sur le même graphique, et pourquoi pas notamment en plein écran, ce que l'on fait en live streaming assez couramment, pour faire apparaître 2-3 graphiques, ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle en tout cas moi, la mosaïque. Je vais aller directement sur ce petit bouton ici, et je vais cliquer sur la grille pour faire apparaître tous les actifs qui ont été sélectionnés. En vérité, je peux en faire apparaître 9 par espace de travail. Là, j'en ai 5 préétablis. Moi, j'utilise uniquement le libre, le deuxième, en partant du haut, parce que là, ça va me permettre, par exemple, d'avoir mon DAX en M5, je vais le modifier, hein, pour le moment c'est pas encore le cas, mon DAX en M5 comme je le fais tout le temps en live trading sur la partie gauche, et mon DAX, l'indice allemand, en M30, hop, sur la partie droite, de sorte à avoir le même sous-jacent, mais pas la même temporalité sous les yeux pour ne pas décrire les mêmes tendances, et en particulier pour avoir une tendance court-termiste inscrite, je dirais, au sein d'une tendance moyen-termiste. Alors évidemment, après je fais apparaître mes petits outils, typiquement ici les stochastiques, là je vais faire apparaître, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour l'exemple, là je vais faire apparaître mes retracements de Fibonacci, je vais commencer à abattre mon analyse, etc. etc. Alors toujours dans ce contexte-là, si vous avez 2 écrans, ce qui est particulièrement important, ou 3 écrans, vous avez la possibilité de détacher le graphique. Je vais juste appuyer sur ce bouton-là, à la gauche exacte de l'onglet calendrier. Hop, donc mes graphiques, effectivement, vont apparaître, mais cette fois-ci, de manière totalement détachée. Alors vous remarquez que par défaut, ils reviennent en sombre. Donc moi, je vous invite clairement à les faire, à recliquer après dans les paramétrages sur clair, et je vais pouvoir effectivement les balader. Alors, comme je l'avais fait pour la vidéo de formation sur les options binaires, écoutez, je vais le faire également ici. Donc là, j'ai projeté tous mes écrans. C'est toujours un peu la même rengaine. Je ne sais pas si ça apparaîtra très bien au niveau du montage. J'espère que oui. Je vais condamner par exemple mon écran qui est juste devant moi et mon écran de droite à ma représentation technique. Donc en l'occurrence au DAX. Ce qui peut être un énorme outil de confort. Hop, donc là je fais apparaître typiquement le DAX comme je l'ai habituellement sur un seul écran au niveau du live trading. Alors j'avais fait un test d'ailleurs ces derniers jours au niveau du live trading pour savoir si c'était visuel au niveau des clients. Les réponses étaient assez unanimes, on m'a dit que non, il valait mieux pour quand je projette mes écrans de n'en projeter qu'un. Bon, c'est pas un gros souci en soi de mon point de vue d'en avoir d'avoir qu'un écran sous les yeux ou d'en avoir 2, ça n'a aucune importance, ou même peut-être 3. Là, je suis en train de m'amuser un petit peu, je dirais, à faire apparaître effectivement donc mes différents graphiques, hein, de manière totalement arbitraire. Mais là, de mon point de vue, j'ai à droite le DAX en M30, au centre le DAX en M5. Et puis je vais pouvoir me concentrer par exemple sur l'écran de gauche uniquement sur le calendrier économique, sur mes sous-jacents, etc. Alors comment je les fais réapparaître uniquement sur Xstation? Ça peut faire peur à la première fois, mais en fait il faut directement fermer le graphique. On pourrait se dire, oula, je vais perdre toute ma représentation technique. Non, parce que là par exemple j'ai fermé mon graphique et hop, ils réapparaissent bel et bien sur Xstation. C'est important de l'indiquer, de le préciser, parce qu'on peut avoir la crainte la première fois de dire, oula, je vais carrément tout fermer. Pas tant que ça en fait. Il n'y a aucun problème à le faire. Bon, on a parlé un petit peu de tout ça. Oui, les espaces de travail. Alors, 2 sont présélectionnés sous les noms 12-12 et 11-12. En fait, vous pouvez changer le nom à condition de ne mettre que 4 caractères. Vous pouvez effectivement les supprimer. Alors, qu'est-ce qu'un espace de travail? J'ai dit tout à l'heure que je pouvais faire apparaître 9 graphiques au maximum par mosaïque. C'est parce que je ne peux faire apparaître que 9 graphiques et 9 actifs par espace de travail, mais je peux avoir autant d'espaces de travail que je veux. Par exemple, je peux me faire un espace de travail uniquement dédié au Forex, un uniquement dédié aux matières premières, un uniquement dédié aux indices asiatiques, l'autre uniquement dédié, un quatrième uniquement dédié aux indices américains, etc., etc. Et donc, travailler sur mes différents espaces de travail. Je vais en créer un nouveau en faisant plus, en l'appelant par exemple comment je peux l'appeler? Je vais l'appeler, allez, oui, 18-12 en référence à la date du jour. Voilà. Donc là, j'ai un espace complètement vierge, dépourvu de tout sous-jacent. Je vais faire apparaître uniquement des indices, par exemple, le DE30, le DAX. Je vais en ajouter un autre. Je vais mettre, par exemple, vraiment un espace dédié, par exemple, aux indices européens. Donc le DAX, côté allemand, le FRA, le CAC, autrement dit, côté français, le SPA35, côté espagnol, l'ITA 40, par exemple, côté italien, disons Europe large, donc je vais faire apparaître le FTSE, l'indice britannique. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire apparaître de sympa? Je peux faire apparaître, pourquoi pas, l'indice suisse, le SUI 20, donc sous-entendu 20 capitalisations dans celui-ci.
Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant vraiment côté? Oui, le W20, pourquoi pas, tiens, l'indice polonais. En fait, je cherche à en avoir vraiment 9. Bon, je vais pas trop m'embêter, histoire de faire mon exemple rapidement. Je vais également intégrer, je vais compléter avec 2-3 indices américains. Je pensais faire mon exemple uniquement sur les européens, mais histoire de simplifier, je vais mettre le Dow Jones et le S&P 500. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va bloquer. Là, logiquement, je suis à 3, 6, 9. Voilà, là, je vais pas pouvoir en ajouter un. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple l'US 2000 et on va me dire, eh ben non. Voilà, seuls 9 graphiques peuvent être ouverts simultanément. Attention, 9 graphiques par espace de travail, je rappelle. Je me remets un peu en plein écran et en mosaïque. Alors mosaïque, j'ai pas parlé des autres représentations. Après, c'est des représentations que je trouve inutiles. Hein. La représentation verticale de la mosaïque, horizontale, cascade, bon, pourquoi pas, mais bon, de mon point de vue, ça, seul libre, grille et total sont importantes. Bon, en me remettant en mosaïque, voilà. Là, par exemple, j'ai tous mes indices qui m'intéressent. Je reviens sur mon espace de travail précédemment sélectionné. Hop, je ne vais avoir plus que sous la forme, par exemple, de la grille, eh bien, les 5 actifs que je présentais tout à l'heure. C'est très important de distinguer tout ça. Bon. Trader's Talk. Je n'insiste pas plus dessus, on a déjà une vidéo là-dessus, c'est évidemment les informations en anglais diffusées par des émetteurs notamment institutionnels et par TradeBit, notre interface d'analyse. Actualité, ça va être des actualités dites macroéconomiques, certaines seront notamment en français en ce qui concerne les éléments publiés sur TradeBit, donc là tout ce que l'on publie avec Alil sur TradeBit, eh bien on va le retrouver, par exemple pour aujourd'hui, il y a le point marché asiatique, le contexte DAX que j'ai rédigé, si je clique sur l'onglet, effectivement je vais être dirigé sur la publication. Alors là, figurez-vous, c'est une publication en market, donc qui est réservée aux clients. Je ne suis pas connecté, donc je vais me connecter. Si je dis que je ne suis pas connecté, c'est justement parce que si on n'a pas de compte sur TradeBit, je sais que cette partie technique, ce contexte DAX 30 du 18, 12, 15, eh bien, je ne pourrais pas y accéder, ce qu'on appelle l'accès open. Voilà, donc là, en tant que client, par exemple, un identifiant client, hop, j'ai accès à l'analyse que j'ai rédigée personnellement, avec mes niveaux de support et de résistance que j'indique aux clients aujourd'hui, particulièrement pratique ce nouvel onglet, actualité, qui vient compléter, ça c'est ma capture d'écran de ce matin, qui vient compléter particulièrement bien, je dirais, les onglets donc de Trader's Talk, qui sont surtout des contenus institutionnels, où on nous dit par exemple que là où j'ai l'onglet, la balance courante italienne pour le mois d'octobre en rythme mensuel, effectivement est à 6 milliards 131 millions, le précédent était de 1 milliard 431 millions, ok, bon pourquoi pas, si je suis sur l'ITA 40. News, ça va être toutes les actualités mondiales d'un point de vue financier particulièrement importantes, et puis calendrier économique, je n'insiste pas du tout dessus parce que toute une vidéo là aussi est déjà dédiée à ce sujet-là depuis un an pour distinguer l'impact, la période, valeur publiée, valeur anticipée, valeur précédente, le petit drapeau, l'heure, l'indicateur, son impact, etc. Bon. Vous aurez remarqué que depuis le début, je n'ai pas le click and trade sous les yeux, mais le Market Watch. Le Market Watch, c'est ce qui me permet justement d'avoir ma liste de sous-jacents sous la forme de liste d'actifs horizontaux. C'est-à-dire que là, j'ai GBP qui apparaît sous la forme d'une ligne. Comme on l'a vu dans la vidéo de ticket d'ordre, si je double-clique dessus, j'ai mon petit ticket d'ordre naturellement qui apparaît dessus. Voilà. Juste à côté, par contre, en fait, je vais avoir un bouton Click and Trade. Moi, je n'utilise que ça. Alors d'ailleurs, pour tout vous dire, les clients de live trading le savent, par défaut, on a Click and Trade qui apparaît sous la forme de 2 colonnes. Moi, je trouve que c'est pas une bonne représentation. Je préfère n'en avoir qu'une. Là, typiquement, voilà, je n'en ai qu'une. Pour que ça ne mange pas trop d'espace, je réduis un peu l'aspect inférieur pour privilégier effectivement mon graphique comme on l'a vu. Voilà, donc là j'ai mon click and trade. Je rappelle que globalement ça va être exactement ce que j'ai sur le graphique, c'est-à-dire un point d'achat directement sélectionné, un point d'entrée directement sélectionné. N'oubliez jamais que en fait par défaut la confirmation sur le click and trade pour une opération n'apparaît pas, c'est-à-dire que là regardez, je vais cliquer sur vente, hop, sur le DAX, et effectivement j'ai tout de suite une opération de vente qui a été ouverte. Alors ça peut être trompeur. Moi en live trading je mets toujours une confirmation. Comment je mets une confirmation? D'ailleurs ça me permet de le montrer notamment pour les clients du live trading qui sont connectés. Je le répète assez souvent d'ailleurs en live trading. Eh bien, je vais laisser mon curseur sur l'actif. Alors d'ailleurs, j'allais dire l'actif concerné, pas tellement, en fait sur n'importe quel actif. Et je vais remarquer qu'à côté de mon bouton ticket d'ordre, je vais avoir un petit graphique. Là, c'est pour sélectionner directement le graphique concerné. Mais je vais surtout avoir ce petit V qui est en gris. S'il est en gris, eh bien, je n'ai pas de confirmation. Activer ou désactiver les confirmations d'ordre. Pour que j'ai un petit message me demandant si je veux bel et bien rentrer à la vente sur le DAX, il faut que, hop, je clique sur ce petit V. Attention, ça n'est vrai que pour le click and trade. Après, sur le ticket d'ordre, par définition, j'ai le bouton OK. Donc, c'est évidemment beaucoup plus intuitif. Là, mon petit bouton V est ouvert. Qu'est-ce qui se passe si je reclique sur vente ou sur achat, peu importe? Eh bien, je vais avoir effectivement une petite confirmation où on va me dire sell, donc vendre 1.0, un lot DAX 30. Est-ce que je suis prêt à vendre un lot DAX à la cotation de 10 068.7? Oui, non, disons oui.
effectivement mon opération est instantanément exécutée, sinon rien ne se serait passé si j'avais mis non, hein, de manière totalement intuitive. Alors là j'ai fait le cas du DAX, mais en fait ça va me le sélectionner sur tous les actifs. Vous voyez que sur EURUSD, le V est rouge également. Si je passe en gris, hop, sur le DAX aussi c'est repassé en gris, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple sur le cas d'EURO-YEN, je suis en gris, je vais passer en rouge, je sais que sur EURO-GBP je vais être en rouge également. Ce que je modifie une fois est vrai pour tous les exemples, pour tous les sous-jacents. Cette liste de click and trade de manière totalement intuitive, effectivement, en faisant ajouter, là aussi je vais faire apparaître de nouveaux outils. Par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas sous les yeux? Je n'ai pas par exemple le Dow Jones, l'US 30. Je vais faire US 30, voilà. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur Entrée d'ailleurs, hein, ça apparaît instantanément. Ok, je reviens sur tous, ce qu'on appelle le Market Watch. Si je clique sur FX, je vais faire apparaître que les possibilités au niveau du Forex. Est-ce que je veux des émergentes? Je clique dessus, j'ai toutes les parités émergentes. Est-ce que je veux uniquement les majeures, donc les grandes parités monétaires, les mineures, etc. Que se passe-t-il si j'appuie sur le petit supérieur, l'onglet supérieur? En fait, je vais faire apparaître également les subtilités au niveau de matières premières. Est-ce que je veux faire apparaître sur mon Market Watch uniquement les agricoles, les métaux précieux, l'énergie, même chose pour les ETF, même chose pour les indices? Est-ce que je veux faire apparaître que les indices d'Asie et du Pacifique, que les Européens, que les Américains, etc., etc., etc. Voilà. Après, je n'insiste pas plus, mais effectivement, vous l'aurez compris, ce petit bouton que l'on retrouve systématiquement, c'est pour se mettre en plein écran. C'était vrai sur le graphique, c'est évidemment vrai sur le click and trade. Le fait de le fermer également, voilà. Écoutez, je vais clôturer mon DAX là, 555 € de gain, parce que ça en fout 515, je ne sais plus, parce que ça n'a pas d'autre intérêt que l'exemple en lui-même. J'ai une confirmation qui apparaît en haut à droite, ordre clôturé, etc. En parlant de ces confirmations, je peux les désactiver en cliquant sur les petits engrenages et en cliquant notamment sur notification, comme on l'avait vu notamment sur la vidéo d'options binaires. Si je veux désélectionner ce type de confirmation, je vais cliquer sur Trading. Dès que vous avez un petit V rouge, ça veut dire que c'est actif. Dès que le petit V est gris, c'est inactif. Si je veux plus avoir de notification en haut à droite de Trader Stock, de news, du calendrier, dès qu'il se passe quelque chose, voilà. Alors au niveau des paramétrages, on en a déjà beaucoup parlé. Rapidement, utilisateur va indiquer toutes mes informations personnelles et la possibilité de changer mon mot de passe ou d'agrandir la taille de police. Langue. Par défaut, dans votre cas, ce sera sélectionné en français. Mais imaginons que vous avez pour langue maternelle l'espagnol, mais vous vivez en France et intuitivement vous avez plutôt envie d'avoir votre plateforme en espagnol. Bien évidemment, vous allez cliquer sur espagnol, voilà. Bon, c'est tout à fait intuitif. Moi, je le précise surtout dans le cas de clients qui sont par exemple des expatriés qui vivent en France, mais qui sont des expatriés anglais, allemands, américains, voilà, qui vivent en France depuis 2 ans, 3 ans, 6 mois, peu importe. Voilà. Bon. Toujours dans paramètres, mise en page. Là, ça va me permettre de sélectionner une mise en page définie. Par exemple, celle-ci, celle d'aujourd'hui, je vais l'appeler exemple du webinaire. Voilà. Exemple du webinaire. Je vais faire sauvegarder la mise en page. Ok, je vais la retrouver dans les mises en page sauvegardées. Si finalement, j'étais plus à l'aise avec ma mise en page initiale, je vais revenir sur paramètres. Je vais cliquer sur mise en page par défaut. Et hop, vous allez retrouver, certes avec l'apparence claire, mais vous allez retrouver la mise en page initiale. On va revenir justement sur cette notion-là parce qu'il y a quelques subtilités que j'ai fait apparaître. Je vais sélectionner mon exemple du webinaire. Alors c'est vrai que j'ai pas trop trifouillé la plateforme, donc il y a peu de modifications, mais malgré tout, on voit que en quelques secondes, la représentation a légèrement été différente par rapport à ce que j'ai enregistré, par rapport à ce que j'ai fait apparaître. Alerte secours, particulièrement important, assez récent d'ailleurs au moment où je parle, pour m'envoyer une alerte dès que telle cotation est atteinte. Par exemple, j'ai constamment le DAX 30 sous les yeux, mais je veux avoir une alerte secours sur l'euro USD sans avoir à switcher complètement toutes les 5 minutes mon actif. Je vais taper par exemple euro USD. On me dit que le bid et le ask sont à telle cotation, je veux une alerte dès que, par exemple, le bid est inférieur, strictement inférieur à la cotation de 1,0829, commentaire, donc je vais mettre position éventuelle, par exemple, ça c'est totalement personnalisable, voilà. Je fais add et effectivement je vais avoir cet élément qui va apparaître en notification en haut à droite de ma plateforme dès que ce sera le cas, dès que en l'occurrence mon bid sera strictement inférieur à 1,0829, voilà, en sachant que c'est le cas globalement à l'instant T. Bon. Le son intuitif, est-ce que mes notifications sonores, je fais apparaître tel ou tel élément? Par exemple, si je veux enlever toutes les possibilités, je désélectionne juste jouer les sons. Voilà, bon, c'est tout à fait intuitif à ce niveau-là. Apparence sombre, on en a parlé. Voilà. Globalement, on a vraiment fait le tour. Mode plein écran, bien entendu, comme le nom l'indique, je vais me retrouver en plein écran. Je clique sur autoriser ou annuler. Signaler un bug, c'est pour nous faire remonter un problème. Aide, c'est pour avoir justement un petit tutoriel, des petits tutoriels de présentation. Le bouton se déconnecter, vous vous en doutez bien, c'est pour justement avoir changer de compte ou directement si je suis pas sur mon ordinateur, c'est toujours pratique de se déconnecter pour des raisons de sécurité. Commentaires, alors ça c'est bien, moi je vous invite à nous noter, c'est toujours sympa de nous noter et de nous dire directement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ce qui manque, de sorte à nous faire remonter ce type de demande. Voilà.
Oui, sur TraderStall, c'est vrai que par défaut, vous avez une sorte de radio qui est activée, ça peut être gênant. Ouais, parfois, vous entendez des sons qui sortent d'Xstation. Vous double-cliquez ici, hein. Voilà, vous le désactivez une bonne fois pour toutes, et puis c'est réglé. Vous cliquez tout simplement de manière très intuitive sur Mute ou sur le laisser. Et si les commentaires en anglais du trader qui parle institutionnel vous intéressent, vous pouvez effectivement rectifier le son. Bon, c'est du détail, mais c'est toujours bon. Ah oui, comment superposer deux graphiques? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, même pas du tout. Imaginons que je cherche à mettre en évidence la corrélation entre le DAX 30 et puis Euro-USD en H4. Je me mets en H4, je vais cliquer hop, ici, sur le troisième petit onglet chartiste en partant du bas, et je vais faire plus, comparer, ajouter un instrument, et je vais mettre Euro-USD, qui va apparaître en jaune, logiquement. Je fais ajouter, il apparaît sur la colonne de droite, je fais OK. Voilà. Alors il apparaît en jaune, c'est pas très visuel, vous faites clic droit, personnaliser affichage du graphique, et par rapport à votre superposition, vous allez changer les couleurs en bas à droite de la personnalisation, ici. Donc disons que les chandeliers haussiers de mon Euro-USD, je veux qu'ils apparaissent en bleu, et les baissiers en noir, je fais appliquer, OK, voilà. Donc là, j'ai la superposition de l'Euro-USD par rapport au DAX 30, typiquement si je souhaite montrer, mettre en évidence une certaine corrélation ou l'inverse d'une corrélation. Si je renverse ici en appuyant ici, je vais montrer la corrélation plutôt inverse, ce qui est précisément le cas de ces deux actifs comparés. Je peux comparer autant d'actifs que je veux, mais au-delà de deux, ça devient un peu fouillis, c'est un peu le bazar. Voilà, écoutez, on va finir maintenant, et puis on va se quitter en disant que je rappelle qu'il y a un complément d'information avec une autre vidéo sur le ticket d'ordre, et notamment au travers de la calculette intelligente, trop souvent ignorée. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, en rappelant effectivement qu'il y a cette porte ouverte sur la vidéo du ticket d'ordre au niveau de la calculette intelligente pour faire apparaître, selon le volume, encore une fois, la valeur du nominal, je dirais, du spread par rapport proportionnellement par rapport au volume. Voilà. Écoutez, ça me semble être tout. Merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Et on se donne rendez-vous dans les autres vidéos de formation. Voilà. À très bientôt.